Bonjour à tous, je vais vous parler de la cyberassurance. J'avais prévu aussi de rappeler un peu les tendances du marché avec la vision assureur de l'homme qui fait peur. J'ai enlevé le haut de ma veste de croque-mort. Mais je vois que mes prédécesseurs ont dessiné un portrait assez précis qui reflète vraiment l'état de la situation du marché. Mais je reviendrai sur des éléments précis. Donc pour faire un petit focus, MMA, on est le 3e assureur sur le risque d'entreprise. On a 1500 agences, donc une forte implantation territoriale et une grosse assise financière puisqu'on fait partie du groupe Covea qui regroupe MAF et GMF. Donc le risque cyber, on le suit chez MMA depuis 2017. C'est un risque qui est en perpétuel développement. On avait déjà vu des attaques par le passé, mais on voit que ça monte fortement en puissance. Nous, on le voit clairement au travers des sinistres sur le marché. Et ce qu'on peut voir, c'est effrayant. Alors, on l'a surtout vu sur les boîtes du CAC 40, parce que c'est la majorité des boîtes qui sont assurées. Aujourd'hui, 84% des boîtes du CAC 40 sont assurées, les grosses entreprises, contre moins de 1% des PME. Donc c'est pour voir le niveau d'intérêt pour la cyberassurance. Et ce qu'on peut voir, c'est que les boîtes du CAC 40, enfin les grosses entreprises, ont tout de suite vu que les cyberattaques pouvaient conduire à un préjudice financier, des gros investissements. Même s'ils sont sensibilisés au risque, ils ont les moyens informatiques pour pouvoir lutter contre ces attaques. Ils savent qu'un jour ou l'autre, ça leur arrive, et en plus des moyens financiers, des moyens de prévention, des moyens informatiques, ils utilisent la cyberassurance en dernier recours pour rembourser les frais et pouvoir continuer l'activité. Alors, quelques chiffres. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est une menace permanente, et malheureusement, de plus en plus, je dirais, violente. Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a un malware qui est développé toutes les 10 minutes. Un malware, c'est quoi? C'est un logiciel qui est là pour nuire au système d'information. Stopper le système d'information, voler des données, les diffuser, rentrer dans le système. Donc le fait que ça soit développé toutes les 10 minutes montre que les hackers, il y a vraiment un marché du hacking, il y a une volonté de se professionnaliser et de développer des malwares en avance de phase par rapport aux solutions logicielles, les antivirus. 50% des entreprises ont été attaquées en 2021. Alors c'est un chiffre qui est à revoir nettement à la hausse, puisque c'est les entreprises qui l'ont déclaré. On sait qu'il y a de nombreux cas qui ne sont pas déclarés. On peut presque estimer à 8 entreprises sur 10. 60% des attaques ont un impact sur le business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60% des entreprises qui se sont fait attaquer ont dû payer les conséquences de l'attaque. Un arrêt de production, un arrêt de livraison, un arrêt de vente en ligne sur Internet, un impact sur l'image de l'entreprise, perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires. Donc vraiment un impact fort financier. La pandémie a joué un rôle fort aussi dans le développement de des cyberattaques, puisque il y a une hausse de 400% des cyberattaques depuis la crise sanitaire. C'est dû à quoi? Le Covid, les hackers veulent faire peur aux entreprises. Le Covid était un levier et le Covid a fait développer le télétravail. Aujourd'hui, la grande majorité des entreprises sont en télétravail. Et lorsqu'on est en télétravail, malheureusement, on est obligé de réduire les critères de sécurité des entreprises. On est moins vigilant chez soi. On se connecte à des équipements moins sécurisés, et c'est une faille de plus, une porte d'entrée de plus pour les hackers. Donc on a aussi une hausse des ransomware, une hausse des fraudes, j'en reparlerai après. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faut que les entreprises aient en tête, c'est que maintenant le cyber est devenu la première menace pour eux. En tant qu'assureur, il y avait les risques climatiques, les risques incendies. On estime que maintenant, c'est une des premières menaces. Chez nous, assureurs, ça devient un risque aussi très très préoccupant, qui peut même faire peur, puisqu'on a la notion pour nous de risque systémique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un risque systémique? C'est un risque au travers d'une attaque qui va toucher plusieurs entreprises. On peut par exemple dire, on a eu le cas chez nous,
un prestataire qui délivre une solution informatique pour une profession. Alors ce prestataire, alors la profession avait 3 prestataires. Ce prestataire a été hacké par ransomware et donc a été inopérant pendant plusieurs mois. Malheureusement, les entreprises, enfin les professions ont subi un arrêt d'activité puisqu'ils étaient dépendants de ce logiciel quasiment en une semaine. Donc ça a touché 200 entités, ça représentait un sinistre au-delà du million. Donc c'est pour vous montrer qu'une attaque peut toucher plusieurs entreprises. On a eu le cas du malware WannaCry, hein. Donc c'était une vulnérabilité Windows. Le hacker s'est servi de cette vulnérabilité pour toucher 150 entreprises. Il y a un constructeur automobile français très connu qui a été arrêté, qui a dû stopper la production de son usine pendant un certain temps. Mes collègues l'ont dit, hein, mes prédécesseurs, toutes les entreprises peuvent être touchées, toutes les entreprises sont une cible. Dès lors que vous détenez des données personnelles, vous êtes la cible d'un hacker puisque la donnée se monnaie. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est les raisons de la hausse de la cybercriminalité. Alors tout d'abord, c'est un risque, un gain important pour les hackers. Aujourd'hui, un hacker qui rentre avec du phishing chez un client, enfin dans une entreprise, pourra récupérer des données personnelles, pourra récupérer des numéros de carte bancaire, pourra récupérer des mots de passe. Ces données sont mises en vente sur le dark web et se revendent à prix d'or. Alors en 2017, on avait eu des éléments, on savait que les données bancaires se revendaient entre 10 et 50 $ la donnée bancaire. Les données personnelles, adresse mail, identifiant, mot de passe, peuvent se revendre à prix d'or aussi, puisque les hackers vont pouvoir acheter derrière tous ces mots de passe pour faire du phishing. En termes de gains pour les hackers, il y a aussi les secrets professionnels. Si un hacker réussit à mettre la main sur un brevet, à mettre la main sur un portefeuille client, à mettre la main sur un secret professionnel, il pourra monnayer ça très facilement auprès de l'entreprise et lui faire peur. Le deuxième point, c'est que c'est un risque faible. Risque faible, pourquoi? C'est parce qu'il y a une absence de traces lors des attaques. Souvent, les attaques ont lieu depuis l'étranger. Et malheureusement, on a un système judiciaire qui est différent. Si c'est une attaque qui provient de la Roumanie, différence du système judiciaire français, il faut faire la déclaration, il faut porter plainte, bien entendu, mais c'est des enquêtes qui sont longues. Le troisième point important, c'est que c'est une expertise qui est facilement accessible. Aujourd'hui, des petits génies en informatique, il y en a partout. On peut même commander des prestations sur le marché noir. Il y a une structuration mafieuse des cyberattaques. On peut presque imaginer qu'un concurrent d'une entreprise commande une prestation sur ce marché pour récupérer le portefeuille client d'un concurrent ou demander à le bloquer pour réduire sa production en période charnière et récupérer tout le chiffre d'affaires. On avait eu écho d'une petite anecdote qui fait froid dans le dos, puisque ça, nous, on voit des attaques qui sont sinistrées, donc on voit les conséquences. Une entreprise qui avait un secret professionnel est passée à un marché, un appel d'offres. Elle était quasiment sûre de remporter ce marché. Et malheureusement, le jour de la présentation du marché, il y a une entreprise chinoise qui est venue exactement avec le même produit, 10% moins cher. Là, l'entreprise est tombée bouche bée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont réussi à introduire le système informatique sans se faire déceler, récupérer tout le secret professionnel, le marché, et en faisant moins 10% en dessous. Le dernier point, ça a été évoqué, les cibles sont de plus en plus nombreuses. On est clairement à l'heure de la transformation digitale. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont un PC portable. On se connecte en Wi-Fi, on se déplace, on a un smartphone, on est en télétravail. Ça, c'est un terrain de jeu encore plus propice pour les hackers. Donc le risque systémique, j'en ai parlé. Ce qu'on voit aussi, c'est que les attaques sont de plus en plus complexes, de plus en plus diversifiées et de plus en plus ciblées. En 2017, ce qu'on voyait, les phishing, c'était un mail, c'était bourré de fautes d'orthographe, il n'y avait pas toujours de logo. Aujourd'hui, les mails sont très bien rédigés, il y a des logos, l'adresse mail peut être trompeuse.
Et il y a surtout l'ingénierie sociale qui est derrière, c'est qu'on joue sur le côté psychologique en disant on se fait passer pour une institution, un fournisseur d'accès, en disant bah, vous devez telle somme, on vous doit telle somme, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une pénalité. Et ça engendre derrière de l'erreur humaine parce que malheureusement, sans le vouloir, les gens veulent bien faire, mais sont tellement pris au piège que on peut se faire prendre. Il y a les attaques, on voit aussi nous beaucoup d'attaques par déni de service. Alors le déni de service, c'est quoi? C'est on va saturer un système informatique pour le rendre inopérant. Alors essentiellement sur les entreprises qui font de la vente en ligne, ça va bloquer le site internet pendant quelques jours, voire une semaine. Le ransomware, on en a parlé, hein, malheureusement c'est le mal du siècle et en fort développement. L'ingénierie sociale sert également aussi pour la fraude. On verra que dans nos produits, on propose une solution, mais la fraude informatique est en fort développement. Et les hackers, en utilisant les réseaux sociaux, peuvent voir si le titulaire d'un poste n'est pas là. Par exemple, dans une entreprise, le trésorier n'est pas là. C'est la secrétaire ou l'assistante qui le remplace. Il va décider d'attaquer à ce moment-là en se faisant passer pour le patron et en détaillant le caractère d'urgence. Et les fraudes de compte à compte, en rentrant dans le système, ça peut monter très haut. Alors ce qu'on voit, c'est que les demandes de moyenne de rançon sont de 128 000 euros pour les TPE. Les pertes financières, je détaillerai des sinistres, mais ça peut aller jusqu'à 150 000 euros hein, en sinistre. Alors on parlait de prévention tout à l'heure. Nous, on a eu des cas de sinistres sur des entreprises de taille moyenne. Et malheureusement, entre une entreprise qui a une sauvegarde opérante et testée, le sinistre pourrait être évalué à 30 000 euros. Et on a eu des cas où le sinistre a basculé à 200 000 euros parce que la sauvegarde n'avait pas fonctionné au moment de l'attaque. Alors, quelles sont les conséquences de ces attaques? Donc, pour l'entreprise, c'est une interruption du business, hein. Donc un arrêt de production, un arrêt de livraison, un arrêt de vente en ligne. Ça peut être des fuites de données. Alors, les arrêts de production, suivant la taille, suivant l'organisation, ça peut chiffrer très vite, hein. À partir du moment où vous êtes attaqué, si vous n'êtes pas en capacité de réagir vite par vos propres services, par un prestataire, chaque minute perdue, c'est de l'argent qui part en fumée hein, au terme de cette attaque. Les fuites de données, des données qui sont divulguées à l'extérieur. Alors ça, c'est préjudiciable pour l'entreprise, d'autant plus que des concurrents peuvent récupérer ces données. La réglementation RGPD, on en a parlé tout à l'heure, hein. Et donc une entreprise qui ne respecte pas les préconisations de la RGPD peut avoir une amende qui va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc ça peut aller très vite, sachant qu'il y a 72 heures pour faire la déclaration à la CNIL. Une entreprise qui n'est pas préparée à ce type d'événement, ça peut être préjudiciable en termes de pénalité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une entreprise qui n'est pas préparée, le jour où elle arrive, alors souvent les attaques c'est le week-end, hein, le vendredi soir ou le week-end. Vous arrivez le lundi matin, vous tombez devant un écran noir, vous êtes complètement démuni, vous êtes en panique. Pour peu que ça fuite dans la presse, vous êtes inondé d'appels téléphoniques, vous ne pouvez plus produire, vous ne pouvez plus rendre service à vos clients. Donc en plus déjà de ce phénomène très préoccupant qui peut conduire à une panique, il faut régler toutes ces formalités administratives, donc on verra par la suite que c'est important d'être aidé. On n'en parle pas souvent, mais il y a aussi la perte d'image. Hein. Perte d'image, c'est quoi? C'est vous êtes fait attaquer, suivant votre profession, vos partenaires, vos financeurs, vos clients pourront dire cette entreprise s'est fait attaquer, nos données ont été dans la nature, c'est pas très sérieux, c'est pas très fiable. Ça m'inquiète, je change d'entreprise. Et malheureusement, quelques mois après une attaque, vous pouvez avoir une baisse de chiffre d'affaires due à la perte de partenaires, de clients, de financeurs. Le dépôt de bilan devient une réalité, hein. Il y a eu le cas d'une entreprise qui fabrique des cloisons dans le Haut-Rhin qui a été victime d'une cyberattaque.
L'entreprise fait 700 salariés, 400 en France. Le temps pour donc c'était une grosse attaque par ransomware. Le temps pour remettre le système en place a duré 7 semaines. Pendant 7 semaines, l'entreprise n'a pas pu travailler. Donc ça lui a coûté un préjudice de 3 millions d'euros. Et malheureusement, cumulé à d'autres faits, le 1er août, l'entreprise a fait un dépôt de bilan. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas par le passé, mais qui se développent notamment chez les PME. Aujourd'hui, il faut cumuler la hausse de l'énergie, les contraintes passées du Covid, et si par-dessus tout vous subissez une cyberattaque, malheureusement, ça peut vous conduire à mettre la clé sous la porte. Alors, les solutions d'assurance. Donc je vous ai dit, hein, aujourd'hui, très peu de PME sont assurées. Ce qui est important de savoir, c'est que on va proposer une solution, mais c'est qu'on ne remplace pas la sécurité informatique. Le premier prérequis, c'est la sécurité informatique, c'est la sensibilisation. Une entreprise doit avoir un certain niveau de sécurité pour nous qu'on puisse l'assurer. Sinon, on estime que c'est inassurable et qu'elle sera attaquée systématiquement. Donc ce niveau de sécurité minimum, c'est quoi? C'est un certain critère de mot de passe, des sauvegardes régulières et testées, des mises à jour des paramètres de sécurité pour passer au travers des failles, une sensibilisation des opérateurs, des employés, et des antivirus et des pare-feux mis à jour. Nous, derrière, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer d'accompagner les entreprises au travers d'un panel de frais. Et le point le plus important, c'est la première garantie, ce qu'on appelle la gestion de crise, qui s'assimile à une garantie assistance. Alors ça, c'est très important pour les PME, puisque si vous êtes attaqué, vous faites jouer cette garantie. Dans le contrat, il y a un numéro de téléphone avec une plateforme qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez être mis en lien avec un prestataire informatique qui va faire un diagnostic de l'attaque, de l'ampleur de l'attaque, et qui va intervenir tout de suite pour pouvoir la stopper. Donc le but de cette gestion de crise, c'est de stopper immédiatement l'attaque, de continuer l'activité, voire de la stopper. Puisqu'on sait que pour que l'attaque soit la moins importante possible pour le client, il faut la traiter au plus vite. Cette garantie gestion de crise, en plus de mettre en place des frais d'experts en cybersécurité, on a des partenariats avec des entreprises qui sont spécialisées en cybersécurité. On va mettre en place des frais d'avocat si vous avez besoin de faire des courriers de notification à la CNIL, si vous avez une réclamation client suite à une fuite de données. Donc on pourra mettre à disposition des frais d'avocat. Ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est des frais de communication pour redorer l'image de l'entreprise suite à une attaque et éviter qu'il y ait un impact, comme je disais, sur une mauvaise image de l'entreprise. Donc ça va être des frais de communication en disant que l'attaque a bien été prise en main, que le problème a été soldé, etc. Vraiment rassurer les clients, les financiers, les partenaires. On peut mettre en place aussi une hotline téléphonique. Si vous êtes attaqué, que ça fuite dans la presse, qu'il y a un mauvais écho, vous pouvez être submergé d'appels téléphoniques. On va mettre en place une hotline pour faire basculer les appels et que ça soit traité par des gens qui sont spécialisés en communication. L'autre point, c'est les pertes de données. Si vous subissez une attaque, vous pouvez avoir des données qui sont perdues, altérées, effacées. Donc là, ça va être des frais pour ressaisir les données. Le troisième poste, c'est les frais supplémentaires d'exploitation. Les frais supplémentaires, c'est quoi? C'est tous les frais pour continuer l'activité le temps du sinistre. Donc ça va être payer des heures supplémentaires pour les employés qui vont travailler tard le soir. Ça va être de la sous-traitance, ça va être de la location de matériel. Ça va être tout un panel de frais pour continuer l'activité. L'autre point, donc, on parlait d'arrêt de business. On a une garantie perte d'exploitation. Donc on va indemniser la perte de chiffre d'affaires durant l'attaque, liée à l'attaque. Les frais de monitoring, c'est une garantie qui est importante aussi, puisqu'on va voir au travers de l'attaque si des données ont fuité, notamment sur le dark web, si des numéros de carte bancaire de l'entreprise, si des mails, si des mots de passe ont fuité, ils sont disponibles pour les effacer et qu'ils ne soient plus disponibles.
Donc là, c'est toute une surveillance des frais sur Internet. La garantie de frais de notification, donc on avait parlé de la CNIL. Cette garantie va permettre d'indemniser tous les frais que vous êtes amené à faire pour informer vos clients que vous avez subi une attaque. Donc je rappelle, RGPD, réglementation sur la protection des données, elle vous impose, lorsque vous détenez des données personnelles, d'informer tous vos clients que potentiellement leurs données sont dans la nature. Donc ça peut se faire par courrier, par mail, etc. Donc là, nous, on va prendre en place ces frais et faire en sorte que ça soit rédigé correctement. Point suivant, c'est la cyberextorsion. Alors qu'est-ce que la cyberextorsion ? C'est une garantie qui permet de rembourser au client le montant de la rançon si on devrait être amené à la payer. Alors je vous rassure, hein, on ne souhaite pas rembourser systématiquement les rançons puisque ça alimente le crime. Hein. Mais malheureusement, si toute la gestion de crise est faite proprement avec un expert qui a cherché tous les moyens pour remettre en place le système, on peut avoir quelques cas à la marge où malheureusement, pour continuer l'activité ou débloquer le système, on doit être amené à payer la rançon. Donc c'est fait avec des professionnels qui vont s'assurer que l'interlocuteur est plutôt fiable et qu'on aura, je dirais, l'ensemble des clés de cryptage qui vont être données. Puisque souvent, dans les paiements de rançon, le hacker va vous donner qu'une partie des clés de codification. Je dis ça fiable parce qu'on travaille avec une société qui est spécialisée sur ce sujet. Et il est arrivé que, alors d'abord, ils discutent avec le hacker et ils sont aperçus que la personne, je sentais que la personne était vraiment très très nerveuse. Et à chaque fois que la discussion avançait, le hacker demandait une somme plus importante. Donc là, ils ont dit ça ne sert à rien qu'on aille là-dessus, on est sûr ça aboutira à repayer la rançon ou à un déblocage partiel. Donc, et dernier point, c'est la responsabilité civile. Alors la responsabilité civile, c'est quoi ? C'est si vous subissez une réclamation de vos clients suite à la fuite de données. Donc là, on va indemniser cette réclamation par des frais judiciaires, etc. Alors ce qui est vraiment important, c'est de voir que c'est que on vient vraiment, la cyberassurance, vous voyez, c'est un panel de frais qui vient en complément de la sécurité informatique. Donc même si vous avez un prestataire informatique d'un bon niveau, vu que 90% des attaques sont liées à l'erreur humaine, la cyberassurance vient vraiment en complément et vous permet d'avoir un panel de frais pour vous aider d'un point de vue trésorerie et continuité d'activité le jour du sinistre. Si on peut donner des exemples de sinistres, hein, on parlait de l'erreur humaine, hein, c'est des cas qui existaient déjà en 2017. Hein. Les hackers savent très bien que la faille est chez l'homme. Hein. Il y avait eu un cas où un hacker avait mis 20 clés USB infectées dans un parking en se disant sur les 20 clés, il y a bien quelqu'un qui aura pris la clé et qui va la mettre sur le PC de l'entreprise. Et malheureusement, c'est arrivé. On a également beaucoup de cas dans la garantie fraude informatique. J'en ai pas parlé de la garantie fraude informatique, elle est en option. La garantie fraude informatique va vous couvrir contre tous les détournements de fonds. C'est-à-dire un hacker qui rentre dans le système informatique et va détourner de l'argent, de compte à compte, ou on a eu des cas de piratage de standards téléphoniques. Aujourd'hui, le standard téléphonique fait partie du système d'information. Les hackers récupèrent ce numéro IP, le mettent en vente sur le marché noir, et les clients, au bout d'un mois, se retrouvent avec des factures de 30 000, 50 000, 70 000 euros. C'est des reventes d'appels à l'étranger. Donc le client s'aperçoit en fin de mois qu'il a une facture de 70 000 euros parce qu'il y a des appels qui ont été passés à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un hacker qui est rentré dans le système, qui a récupéré les clés et qui les a remis en vente sur Internet. Voilà ce que je peux dire sur la cyberassurance. Donc il faut vraiment le prendre comme une... je dirais, on a vu que aujourd'hui les PME n'étaient pas bien couvertes. Je pense qu'ils n'ont pas forcément la bonne sensibilisation. Il y a vraiment un message à relayer. Hein, et aujourd'hui, il y a des groupes de travail
au sein du ministère, on l'a vu au sein du Trésor aussi. Il y a vraiment une inquiétude au niveau de l'État sur la recrudescence de ces attaques, les impacts financiers, et ils sentent vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour éviter que ces fameux dépôts de bilan. Donc, on vous invite à relayer le message. Hein. Le produit de cyberassurance n'est pas toujours bien connu, mais c'est vraiment un ensemble de frais et surtout en pilier, une garantie gestion de crise qui vient en assistance. Et pour une PME qui n'a pas de service informatique interne, ça peut être un très bon levier pour intervenir très rapidement lors d'une attaque. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors déjà, j'en ai une petite question, c'est à savoir, là au moins vous m'avez rassuré, parce qu'on entend souvent, les assureurs n'assurent plus, et surtout pas en cyberattaque. Là, vous me dites oui, on peut se... Alors, c'est vrai que c'est comme je parlais, le risque systémique inquiète. Nous, on continue d'assurer, mais on a vraiment ce qu'on appelle la politique de souscription ciblée sur certains périmètres. Et je sais qu'il y a des assureurs qui ont baissé leur capacité. On l'a vu sur les grands groupes du CAC 40. Alors, c'est des montants de garantie qui peuvent aller jusqu'à 40, 50 millions. Mais il y a vraiment des problèmes pour trouver de la capacité, puisque c'est un risque qu'effraient clairement les assureurs hein, par ce risque systémique non maîtrisé, où une simple attaque peut toucher un nombre important d'entreprises. J'entends bien. Est-ce que du coup il y a d'autres questions? Peut-être, je vois Damien, oui. Oui, vous parlez des points que vous financez dans vos contrats. On ne parle pas de prestations. Je veux dire, on doit passer... le client est attaqué, il y a un ransomware et il doit avoir une prestation de 10 jours pour remettre en place son système. Est-ce que c'est couvert dans les primes et c'est couvert à quel titre dans les points que vous avez évoqués? Est-ce que c'est les frais supplémentaires ou est-ce que c'est couvert c'est couvert dans le premier pavé, la garantie gestion de crise. D'accord, donc gestion de crise, c'est en fait toute l'assistance. Alors la garantie gestion de crise, c'est on met en place des frais d'experts en cybersécurité ou alors on rembourse la prestation du prestataire informatique de l'assuré. Parce que c'est vrai que oui, nous on met à disposition un prestataire, mais souvent une petite entreprise, si elle a déjà un prestataire qui connaît bien le système informatique, elle a pu le contacter dès l'attaque et il a pu intervenir rapidement pour remédier. C'est vraiment une course contre la montre. Hein. Le but c'est d'intervenir le plus rapidement pour minimiser l'impact financier. On rembourse les frais du prestataire informatique. Oui. Et dans vos contrats, c'est quoi? Il y a une limitation? Ça dépend des primes d'assurance ou jusqu'à un certain montant? Comment ça se... C'est une limitation. Enfin, il n'y a pas de sous-limitation. On a des contrats avec des montants de garantie par palier, 250 000, 500 000. D'accord. On peut aller jusqu'à 1 million. Et la garantie de gestion de crise n'est pas sous-limitée. D'accord. Ça veut dire que oui, on pourrait imaginer un cas où on met les 3/4 du montant de garantie sur ce poste-là. D'accord. Merci. Je vois une autre question. Oui, sur votre point 6, là, sur la cyber-extorsion, c'est-à-dire en fait si je comprends bien, sur le remboursement potentiel de... Le remboursement de la rançon à l'assuré. La rançon potentielle, voilà. Ouais. Au-delà de la loi, au-delà de l'évolution éventuelle de la loi, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de crédibilité aussi? Parce que c'est quand même entretenir le crime, sur le fond. Oui, alors, c'est vrai que... Au-delà de la loi et de l'aspect légal des choses qui étaient interdites. En fait, ce qu'on met dans nos contrats, c'est que cette garantie n'est active qu'après accord de l'assureur. On regarde vraiment pour... je vais dire peut-être une bêtise, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Hein, sur à peu près 700 sinistres chez nous, on a dû l'activer 2 fois. Hein. Donc on est vraiment très vigilant sur le fait de mettre en place les moyens pour restaurer le système. Hein. On remet le système à zéro, on repart des sauvegardes. Normalement, ça fonctionne. Hein. Après, on peut avoir vraiment des cas très très exceptionnels à la marge. Et il y a un article qui est paru hier, hein, c'est au niveau de Bercy, pour ça que ils ont donné leur feu vert. Ce que je pense que... Après avoir interdit d'ailleurs. Non, ils ont... À un moment, c'était interdit. Oui, c'était...
Jusqu'à là. Alors, comme je vous dis, c'est que nous, l'assureur valide, on a vraiment un droit de regard sur le... C'est pas à la main du client de pouvoir payer... Et le point 7, si je peux me permettre une seconde question, la responsabilité civile, ça va au-delà des contrats de responsabilité civile traditionnels. Oui, c'est-à-dire dans ce que il peut y avoir des exclusions liées aux attaques informatiques dans votre contrat à responsabilité civile. Pour des tiers qui seraient connectés avec nous, etc. Des Vous fournisseurs avez, ou des clients. Alors, on peut imaginer plusieurs scénarios. Hein. Donc, vous avez une attaque, fuite de données. Vos clients disent moi, j'ai mes données qui sont impactées sur le marché, je suis bien à préjudice, il faut une réclamation. On pourrait avoir le cas d'une entreprise qui fabrique des produits cosmétiques. Le hacker rentre dans le système, arrive à modifier la composition du produit, et derrière, il y a des allergies, des choses comme ça. Bon, après, il faut prouver que ça vient de l'attaque, mais si c'est prouvé, ça rentrerait dans ce cas-là. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle? Ah, j'en vois. Oui, bonjour. Donc la mise en place de l'assurance, elle se base sur un audit de sécurité qui est imposé par l'assureur. J'ai du mal à entendre. Oui, donc je disais bonjour. Donc la mise en place de l'assurance, elle est soumise à un audit de sécurité préalable ou un simple questionnaire de cybersécurité? Alors, nous, on fonctionne par un questionnaire. Alors, on a deux types de questionnaires. On a un questionnaire allégé de 5 questions pour les petites entreprises qui font moins de 10 millions de chiffre d'affaires, et un questionnaire plus développé pour les plus grosses entreprises, parce que là, on va creuser s'il y a de la vente en ligne, s'il y a différents paramètres des filiales, etc. Et ce questionnaire sert déjà à voir si les prérequis que nous imposons sont respectés, et ensuite de voir le niveau de prévention, puisque par exemple, une entreprise qui fait de la sensibilisation régulière à ses employés, qui a une sauvegarde tous les jours testée au lieu d'une semaine, ce qu'on impose une semaine au minimum, ça va influencer aussi sur le tarif. On fera un tarif plus compétitif. On fait une espèce de scoring exposition, et les entreprises qui sont mieux préventées, mieux sensibilisées, mieux préparées auront une prime de contrat plus faible. Et après, sur les entreprises qui sont vraiment... je dirais plus haute ou plus grosse, avec des spécificités, on pourrait imposer un audit de sécurité informatique pour voir vraiment avec des tests d'intrusion, pour voir la maturité par rapport à des attaques potentielles. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer cette conférence? Ah oui. Est-ce que vous avez la possibilité d'éditer une série de bonnes pratiques ou de conseiller vos clients sur une série de bonnes pratiques à mettre en œuvre, non pas pour réagir, mais pour prévenir? Justement, comment? Parce qu'il y a des guides prévus pour ça. Comme on voit, il y a des sociétés spécialisées, mais en tant qu'assureur, vous éditez sur autre chose. Nous, comme je disais, ce qu'on impose, c'est pour pouvoir bénéficier de la garantie, il faut avoir un certain prérequis de sécurité. Donc vraiment, ce qu'on recommande, c'est la sensibilisation des opérateurs, que tous les employés soient sensibilisés au risque cyber, hein. Être vigilant dès qu'on reçoit un mail, savoir que ça existe, le phishing, savoir les conséquences d'une attaque, et vraiment avoir des sauvegardes testées, fiables, testées. Et aussi la mise à jour des paramètres de sécurité, les vulnérabilités ou les patchs de sécurité. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attaques qui passent par ce vecteur-là. Donc avoir des mises à jour, si possible automatiques, hein, des antivirus, des pare-feux et des logiciels que l'on utilise. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bizot.